Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire passer le temps jusqu'à samedi et cette fameuse finale contre l'Inter que tout le monde attend. Bien sûr, elle est dans toutes les têtes depuis des semaines. Jeudi, vendredi, on fera l'analyse tactique, l'avant-match avec tous les enjeux. Mais d'ici là, pour patienter, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo mercato qu'on n'a pas fait depuis une éternité, que je promets d'ailleurs depuis longtemps et on repousse à chaque fois. Mais là, il y a eu de la concrétisation. La prolongation de Luis Campos et des priorités qui sont clairement définies. Un défenseur central droit, qui sera le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Et demain, on ira sur l'ailier polyvalent, parce que sur ce profil, ça semble aussi se clarifier, même si c'est conditionné à des départs. Asensio, Lee Kang-in. Bref, installez-vous, c'est parti, on va parler mercato. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site Faux2Faux qui vous propose des maillots non officiels, non authentiques, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, leur résistance, si vous les lavez pas trop chaud bien sûr, les qualités des coutures, des broderies sur les logos, une grande diversité dans l'offre, notre PSG bien sûr avec le maillot de Jordan et ses fameuses ailes, symbole de notre parcours de Ligue des Champions cette saison, d'autres clubs, des maillots vintage, les sélections nationales, la Formule 1, la NBA, n'hésitez pas à aller checker le lien dans la description, tout comme les informations sur le code promo et les promotions en cours sur la boutique plus généralement. Très souvent, vous en trouvez et c'est très intéressant. Vous ajoutez dans la barre commentaire au moment du paiement le maillot qui vous est offert en fonction du montant donc vous dépensez sur le site avec des délais de livraison compris entre 2-3 semaines grand maximum. Voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça et bien sûr, on les embrasse, c'est eux qui régalent. Alors, commençons avec la première officialisation et pas des moindres, puisqu'il s'agit de celle du directeur sportif, un conseiller sportif du PSG, désormais de QSI, Luis Campos, qui est un peu inattendu parce qu'il faisait filtrer dans la presse ces dernières semaines qu'il attendait la finale de Ligue des Champions et son issue pour décider de son avenir. Alors que c'est totalement faux. La prolongation, selon donc les médias post-prolongation officialisée bien sûr, était bouclée depuis quasiment un mois. Donc il a prolongé jusqu'en 2030. Pour un directeur sportif, c'est quand même énorme de se prendre 3 ans comme ça, mais c'est dans la droite lignée de Luis Enrique et tous les joueurs qu'on a verrouillés bien sûr, hein, les Vitinha, les Hakimi, les Nuno Mendes. Comme je disais, c'est une prolongation particulière parce qu'elle n'a pas été officialisée par le PSG. C'est QSI qui a fait le communiqué, qui a parlé parce qu'il devient conseiller sportif de Qatar Sport Investment en fait, et pas que du PSG. Il va s'occuper de Braga où on a je crois quasiment 30% des parts, des clubs qu'on veut racheter, je crois qu'on est positionné sur des clubs belges, Malaga aussi, ça parle beaucoup de ce club là, et d'autres sports bien sûr où les Qataris veulent investir. Pour Luis Campos bien sûr l'idée c'est de multiplier les commissions hein, sur des opérations dans des plus petits clubs. Je pense qu'il y a eu une grosse revalorisation salariale par ailleurs, parce que ce qui est marrant, c'est que dans les médias, comme je disais, on dit aujourd'hui que en fait la prolongation, elle a été bouclée avant même la demi-finale aller contre Arsenal, donc fin avril, un moment où l'émir était sur Paris. Et à ce moment-là, rappelez-vous, on disait l'émir quand il vient là au mois de mai, à la fin du Ramadan, grosso modo, il arrive et il signe les chèques. Ça boucle certains dossiers et certaines négociations trouvent des issues positives un peu comme ça. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Luis Campos. Hein. L'émir est venu, il a donné son avis, machin. Et comme on voulait de la stabilité avec Luis Enrique, qui s'était d'ailleurs positionné publiquement à plusieurs reprises pour que son directeur sportif reste, eh bien ça a été fait. Et bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Alors, les premiers mercato, c'est vrai que c'était pas trop ça. La première année, il arrive, bon, on a un peu cette idée d'un directeur sportif qui vient pour faire plaisir à Mbappé, qui s'entend pas avec Antero Henrique sur les départs, qui prend la parole chez Jérôme Rotten, on comprend pas trop, qui s'oppose au recrutement de Dembélé, qui fait aussi filtrer très vite dans la presse des rumeurs de départ. Hein, rappelez-vous, Chelsea, l'Arabie Saoudite l'année dernière. Ça, c'était clairement lui derrière. Arsenal pendant la saison. Bon, sachant qu'Arsenal cherchait un directeur sportif, peut-être que c'était plus de leur côté que de lui. Mais voilà, bon, on était à un moment où aussi il parlait pas beaucoup. Hein. Il y avait sportivement des moments où on l'attendait un peu pour protéger Christophe Galtier qui le fait venir. Hein. Ça, bien sûr, bon, Christophe Galtier sur le banc du PSG, c'est quand même un des trucs les plus clownesques qu'on ait eu à vivre
sur l'ère QSI, qui plus est avec les joueurs qu'il a eu à sa disposition. Mais Luis Enrique est arrivé, et à ce moment-là, Luis Campos a su se remettre en question, déjà sur la place qu'il a. On sait très bien qu'entre les deux, à un moment, ça aurait pu exploser. Hein. Voilà, un Leonardo Tourelle, typiquement sur le dossier du numéro 9 l'été dernier, donc un directeur sportif qui veut recruter un 9, Osimhen, alors il avait fait aussi Gonzalo Ramos hein, sur le mercato d'avant, et un entraîneur qui lui veut plutôt voilà, un joueur un peu plus polyvalent avec du ballon et pas forcément un 9 pur. Voilà, en 2020, Leonardo Tourelle, ça aurait explosé. Là, Luis Campos, bon, a su mettre son ego de côté, jauger sa place par rapport à celle de Luis Enrique, qui est clairement, je pense, bon, des deux, celui qui est le plus écouté. Et donc ça, c'est à mettre à son avantage. Remettre aussi en cause son modèle de recrutement. Les premiers mercatos, c'est je recrute plein de joueurs et bon, vas-y, sur le lot, il y en aura un qui va devenir titulaire. Typiquement, voilà, les Carlos Soler, les Renato Sanchez, tous ces recrutements, bon, qui servaient à rien, qui aujourd'hui sont plus là pour avoir un Vitinha dans le 11, tu vois. Et ça, c'était son modèle. À Monaco, à Lille, il recrutait beaucoup. Et il l'a remis en cause profondément. On est passé de 52 joueurs sous contrat professionnel au PSG à 30. Alors, c'est aussi le fruit d'une politique avec les jeunes qui a changé, parce que tu donnes des contrats pro beaucoup moins facilement, machin. Mais l'été dernier, on a recruté 5 joueurs pour 4 titulaires. Je sais pas si on se rend compte. Enfin, j'inclus le mercato hivernal. Hein. Pacho, Kvaratskhelia, Doué, João Neves. Et du coup, Safonov, mais bon, lui, c'est un peu particulier. Et d'ailleurs, il y avait des rumeurs comme quoi c'était pas Luis Campos, c'était un truc de magouille un peu imposé par le Qatar. Pour les 4 autres, c'est exceptionnel. Alors, João Neves, Doué, c'est un peu des évidences à ce moment-là, parce que, bon, voilà, ils sont très bankable, tout le monde en parle, tu les fais. Mais alors, Désiré Doué, Pacho, qui arrive comme ça de nulle part, et qui est le joueur probablement le plus régulier de la saison, c'est exceptionnel. Et c'est Luis Campos. Kvaratskhelia cet hiver, voilà, tu vas sur 70 millions, un joueur, bon, qui a un peu le moral dans les chaussettes au Napoli, que tu veux depuis longtemps, hein, mais voilà, en plein milieu de la saison, recruter un joueur comme ça, qui plus est, n'avait pas joué depuis un gros mois, était un petit peu hors de forme, et on l'a vu sur ses premiers matchs, bon, y a des directeurs sportifs qui auraient pu dire non. Et voilà, on y va. Il change la phase de l'équipe, il sera titulaire samedi contre l'Inter. Non, c'est exceptionnel. Les 2 derniers mercatos sont des modèles en la matière. Et sa prolongation, c'est vrai que ces dernières semaines, alors bien sûr, s'il part, ça me fait chier, parce qu'il faut prendre un autre mec et on ne sait pas trop comment ça va se passer avec Luis Enrique et machin. Mais de l'autre côté, je me dis, le travail a été si bien fait ces derniers temps. Je parle des mercatos en matière de recrutement, mais surtout les prolongations, parce que, en fait, le plus important et ce qui conditionne notre mercato aujourd'hui, c'est qu'on ait bouclé toutes nos prolongations des cadres. Nuno Mendes, alors qu'il y avait des rumeurs Manchester United, Vitinha, alors que, on sait, Manchester City s'est intéressé à lui à un moment donné. Là, on a eu dans le week-end une rumeur du côté du Real Madrid. Contrat 2029, il est bouclé. Tu peux pas t'y intéresser. Hakimi, évidemment. Voilà. Bon, alors, le prochain dossier, c'est Donnarumma, mais les 3/4 de l'équipe sont complètement verrouillés. Il y aura des discussions avec Barcola probablement en fin de saison, mais bon, lui, il a un contrat voilà, qui court un peu plus loin que 2026, comme c'était le cas pour tous ceux qu'on a verrouillés. Donc, c'est vrai que j'étais pas trop inquiet parce que finalement, l'essentiel du mercato, est-ce qu'il n'a pas été fait au moment de toutes ces prolongations? Voilà, tous ces joueurs jeunes, aujourd'hui des cadres, et aujourd'hui, en fait, bon, la priorité, c'est un central droit. Pour préparer l'après-Marquinhos, c'est très clair. Mais après, au milieu, est-ce qu'on a vraiment besoin de recruter? En attaque, peut-être. En attaque, peut-être, et le club l'a bien ciblé. Mais sur ces postes-là, c'est lié à des départs au préalable. Tu peux pas recruter en gardant les Kolo Muani, Asensio, Lee Kangin, Gonzalo Ramos et tout ça. Il va falloir faire partir et ça financera. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en réalité, on n'a pas beaucoup de besoins aujourd'hui parce qu'on est pourvu. Les vrais besoins ne sont pas sur les postes de titulaires. C'est vrai qu'on a un groupe très restreint, donc en fait, pas besoin d'empiler les joueurs, mais il y a certains postes où il
il y en a qui ont lâché. Et en matière de compétitivité, de concurrence, il faudrait remettre un petit peu de sang neuf. Typiquement, tu fais partir un Lee Kang-in pour recruter un joueur un peu plus frais, qui va un peu remettre en attaque de la concurrence avec Doué, Gvara et Barcola. Voilà, ça c'est très bien. Visiblement, au poste de 9, on a complètement abandonné. Commençons quand même par le commencement de tout mercato du PSG ces dernières années. La tradition. Et là, vous savez tous ce à quoi je fais référence, à savoir recruter un gardien inconnu au bataillon, voilà, qui va prendre un gros salaire et qui arrive comme ça, personne ne le connaît. Là, pour cette année, c'est Renato Marin, gardien de 18 ans en provenance de l'AS Roma, contrat de 5 ans, et il devrait remplacer Arnau Tenas, voilà, comme l'année dernière avec Matvei Safonov finalement. Donc, Marin italo-brésilien, mais on le savait parce que c'était bouclé depuis le début, depuis la fin du mercato hivernal. Hein. Voilà, alors ce qui est marrant, c'est qu'il a commencé au futsal, et du coup, en jeune, il tirait les coups francs, les pénaux. Il est très bon à la relance. Finalement, c'est assez proche d'Arnau Tenas, tout ça. Hein, il est capable de garder le ballon, voire même de dribbler. Voilà, c'est ce qu'on a dit de lui dans les médias italiens ces dernières semaines. Du coup, Tenas devrait partir, malgré ces dernières semaines, des échos en Espagne qui parlaient d'une proposition de prolongation de la part du PSG, que j'ai pas trop compris parce que son contrat termine en 2026. Donc là, c'est soit tu le prolonges long terme et tu le gardes de manière pérenne, soit tu le fais partir, mais pas en prêt. Parce que si tu lui proposes une prolongation alors que Renato Marin arrive, bon, c'est peut-être pour prêter machin. Pas possible à 1 an de la fin du contrat. Voilà. Donc, bon, Tenas, pareil, gardien atypique, très bon au pied, mais l'équilibre avec ce qu'on demande quand même en priorité à un gardien, à savoir faire des arrêts, n'était pas trop là, quoi. C'est vrai que sur sa ligne, c'était un peu moins fort, un peu limite. Après, c'était un vrai bon élément du groupe. Hein. Arnau Tenas était très bien intégré. Il parlait français, il avait beaucoup d'amis, il n'y a qu'à voir les stories sur Insta. Alors après, il était bien intégré aussi parce qu'il est tous les 4 matins en boîte de nuit parisienne, quoi. Donc, c'est un bon vivant. Peut-être que ça aussi, ça joue en sa défaveur aux yeux du staff. Mais tu fais partir quand même quelqu'un qui était bien intégré. On sait que, bon, un Matvei Safonov, typiquement, c'est pas l'ambianceur du vestiaire, quoi. Je pense qu'il parle pas à tout le monde. Déjà parce qu'il est russe. Bon, au niveau de l'intégration, ça a dû être un peu plus compliqué. Et ça, c'est une vraie question qui pourrait se poser à un moment de l'été, parce que si tu fais partir Tenas, la question va aussi se poser pour Kimpembe. 9 millions l'enceinte, ça fait un peu cher. Lucas Hernandez, peut-être aussi, qui est, je pense, un joueur qui fait du lien un peu entre tout le monde dans le groupe. Bah, à un moment donné, se posera la question d'avoir aussi ce genre de joueurs, d'hommes. Là, on parle plus des hommes que des joueurs de foot. Pour mettre l'ambiance, voilà, pour l'équilibre du vestiaire, c'est vrai que c'est toujours important d'avoir ce genre de personnalité. Bref, évidemment, se posera aussi la prolongation de Donnarumma. Donc là, ces derniers jours, on a eu des échos en Italie d'une rencontre entre son entourage et la Juventus de Turin. Bon, ok. On va voir, mais je pense que la prolongation va être assez facile à boucler. On attend juste la fin de saison. Et voilà, vu comment ça a été légendaire pour lui, sous réserve, bien sûr, de la finale samedi, ça devrait le faire, surtout qu'il avait bien baissé ses exigences. Alors peut-être qu'elles ont remonté depuis, vu les perfs, mais voilà, il était prêt à s'aligner sur le nouveau modèle de contrat de Luis Campos, avec une partie du salaire indexée sur le nombre de matchs joués, machin, et tout ça. Bon, bref. Donc, passons au gros du gros, la priorité définie qui a filtré dans la presse ces dernières semaines, recruter un central droit. Et d'ailleurs, selon l'équipe, c'est bien avancé parce que la LFP a ouvert en fait une session mercato du 1er au 10 juin et ensuite ça rouvrera que le 16, du coup après pour l'été, mais du 1er au 10 c'est pour la Coupe du Monde des clubs. Si on recrute à ce moment-là, bah en fait on pourra avoir le joueur dispo pour nos matchs contre l'Atlético, contre Botafogo et le troisième, j'ai perdu, je sais plus qui est-ce. Mais voilà, ça peut être un bon point déjà d'avoir voilà une nouvelle recrue à ce moment-là pour que lui s'intègre un peu à l'équipe, à la vie de groupe aussi, parce qu'après du coup quand tu reprendras au mois d'août, bah, il connaîtra tous ces nouveaux partenaires. Si on fait le recrutement d'ici là et qu'on l'emmène avec nous aux États-Unis, ce serait vraiment super. Dans la presse, on a eu aussi une autre précision, à savoir le club cherche un central droit, oui, mais polyvalent. Alors on ne sait pas si c'est polyvalent
arrière droit pour suppléer Hakimi ou polyvalent central droit, central gauche, tu vois. Sachant qu'à gauche, on est quand même bien pourvu, je pense que c'est plus arrière droit, poste où on a eu à foutre Joao Neves ou Lorenzo Zaïre trop de fois cette saison, où Yoram Zag est complètement déclassé aussi par Luis Enrique, même si ces dernières semaines, Seny Mayulu fait de belles prestations, de belles fins de match, parce que il démarre pas à ce poste-là, mais il finit les matchs, et il est vraiment bon, il est vraiment bon à ce poste. Alors après, bien sûr, les contextes fin de match, c'est toujours plus facile, parce que déjà, c'est des fins de match où tu gagnes, où l'adversaire est fatigué, tu as des espaces, machin. Donc voilà, c'est un peu plus facile. Mais bon, central droit capable de jouer arrière droit. Là-dessus, il y a quand même une évidence. Si tu te places chez Luis Campos, si tu retournes du côté de son marché préféré, c'est quand même Thomas Araújo, qui est un peu serpent de mer depuis 2 ans du PSG, là, ce jeune défenseur qui a explosé et tout ça, mais cette saison, c'est un peu moins bien. Alors, premièrement, il traîne une pubalgie. Et ça, c'est le genre de blessure pas ouf. Ils ont fait le choix de ne pas l'opérer, parce que c'est toujours un peu la question quant à ce genre de blessure. Sans opération, je suis quand même un peu dubitatif quoi sur le joueur. Alors avec ballon, il est exceptionnel. Hein. C'est vrai que la capacité à le porter, les conduites de balle avec une super protection, les axes de passe qu'il est capable de te trouver, c'est exceptionnel. Jeu long, jeu court, la percussion, défenseur central droit. Mais depuis longtemps, et même encore cette saison, même ces derniers temps, il dépanne en tant qu'arrière droit. Après, au niveau défensif, bon, c'est différent de Pacho, quoi. Quand tu regardes ses compilations, machin, c'est vrai que c'est un peu exclusivement du jeu au pied. Alors, il est bon pour chasser. Il est rapide, donc c'est vrai que dans les grands espaces, dans la gestion de la profondeur, c'est plutôt intéressant. Mais parfois, il est un peu loin du porteur, tu vois. Ça va être un peu le genre de défenseur proche de Marquinhos, qui va un peu laisser une ouverture, une possibilité à son vis-à-vis pour qu'il le déborde ou alors pour qu'il aille au but directement. Genre de défenseur qui peine un peu face à des mecs qui sont un peu, qui arrivent sur lui lancé quoi. Des mecs un peu vifs. Enfin, c'est une caractéristique très clairement des défenseurs en Ligue 1. Bon, alors après, ça parle de 80 millions, mais on connaît Benfica. Hein. Ça parlait de 120 pour Joao Neves. Au final, on a fini à 60. Ça peut être moins, surtout s'il n'y a pas beaucoup de clubs qui s'intéressent à lui. Mais globalement, c'est pas trop ressorti. Parce que on va s'arrêter sur 2 noms moins connus. Du côté de Valence et Bruges. Alors, déjà, premièrement, avant toute analyse, confiance totale en Luis Campos là-dessus, parce que l'année dernière, il nous a sorti Pacho du chapeau, sans mauvais jeu de mots, et on a été ultra surpris. C'est vrai que voilà, à ce moment-là, personne ne le connaissait. On disait, oui, il y a des statistiques un peu moyennes au niveau des duels aériens et tout ça. Au final, on s'est rendu compte que si les statistiques étaient plutôt moyennes, c'est parce que les duels aériens, il va pas y aller directement pour, toucher en premier le ballon, mais il va gêner l'adversaire. Et du coup, l'adversaire, statistiquement, va gagner le duel parce que c'est lui qui va toucher le ballon, qui va remiser, machin. Mais Pacho, comme il l'a gêné, en fait, la remise, elle sera dégueulasse et on va récupérer le ballon, sur le second ballon après la remise. Donc bref, pour illustrer. Donc, là-dessus, totale confiance en Luis Campos. Tu peux nous ramener n'importe quel inconnu au bataillon. On jugera quand il sera sur le terrain, mais certainement pas avant. Alors, Christian Mosquera, déjà, 20 ans, espagnol d'1m91, du côté de Valence, qui clairement semble un peu au bout, quoi. Il faut qu'il passe l'étape supérieure, parce qu'il surnage dans un contexte où Valence était un peu à l'agonie les 3/4 de la saison, même s'ils finissent 12e de Liga. Enfin, je crois qu'ils étaient beaucoup plus bas à un moment de la saison. Bon, il est très bon, il a énormément de minutes. C'est un profil, je trouve, très proche de Pacho. C'est-à-dire que il est complet, il fait tout bien. Il n'a pas non plus une qualité qui ressort, enfin une ultra grosse qualité où il est extraordinaire, un peu comme Beraldo avec la relance, ou même Thomas Araújo avec la même chose. Lui, voilà, c'est plus équilibré. Profil à la Pacho parce qu'il est 1m91 avec des grandes jambes, donc c'est vraiment l'appréhension du duel, la même chose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un déjà qui va y aller, qui va tamponner l'adversaire machin, qui est capable de couvrir des gros espaces, qui va chasser très haut et surtout user donc de sa morphologie des grandes jambes pour
mettre le pied sur le ballon avant l'adversaire, l'enlacer un peu, voilà, avec ses jambes. Et ça, c'est un truc que j'adore chez les défenseurs. C'est vrai que je trouve que c'est une vraie qualité. Et lui, c'est le faire. Ce qui est marrant, c'est qu'il a commencé au basket, puis au futsal. Et après, bah, il s'est mis au foot, Mosquera, et donc il a percé machin. Alors à la relance, bah pareil, c'est un peu comme Pacho. Il est bon, mais disons sans plus. Dans les airs, pareil, hein, les statistiques sont plutôt moyennes, mais c'est pas rédhibitoire. Leipzig sont très intéressés, donc bah faut pas se faire dépasser là-dessus. Mais on sait qu'avec Valence, on a de bonnes relations. Hein. Nasser Al-Khelaifi est très ami avec Peter Lim. On se rappelle du dossier Carlos Soler. Hein. Il y avait plein de rumeurs à un moment qui disaient que, bah, en fait, on signe Carlos Soler pour leur faire plaisir parce qu'ils ont des problèmes financiers. Et nous, Nasser lui dit, bah, vas-y, je vais venir à ta rescousse, quoi. Donc, ça, c'est super. En plus, il lui reste qu'un an de contrat. Donc, entre 20 et 30 millions, je pense que le dossier est bouclé. J'aime beaucoup J'aime bien. Je pense que de tous les joueurs dont on va parler dans cette vidéo, c'est peut-être mon préféré parce que le plus complet et parce que pour moi, le plus apte à passer l'étape supérieure. Thomas Araújo, bon, Thomas Araújo, je pense qu'en fait, on va payer beaucoup plus cher et j'ai peur qu'on soit un petit peu déçu sur les aptitudes défensives. Et alors, il y a Konaté aussi. Konaté, bon, ça, c'est mon rêve absolu pour le coup. Voilà, de faire un vrai grand joueur, 25 ans, machin, installé, qui sort de Liverpool, français, et puis surtout, ce profil de stopper capable d'aller chasser très haut, à la relance qui est très bon. Enfin voilà, c'est vrai que parfois il a des petites inattentions, il peut coûter des buts. Alors du côté de Liverpool, on discute avec lui pour une prolongation, mais ça n'avance pas visiblement ces dernières semaines. Et nous du coup, on est très attentifs. Voilà, c'est mon rêve. Il est capable de couvrir une immense zone en 1 contre 1. J'y crois pas. Objectivement, j'y crois très peu. C'est pour ça que je m'attarde pas là-dessus. Mais voilà, moi je suis team Konaté à fond. Et ensuite, du coup, Mosquera. Et enfin, rumeur foot mercato, Joël Ordonez. Alors, lui, c'est vrai que il a l'avantage d'avoir un parcours comme Pacho, mais un profil, je trouve, un peu différent. Donc déjà, il a 21 ans, Club Bruges, et il vient de l'Independiente del Valle, qui est un club équatorien qui a sorti donc Pacho, Hincapié aussi, le défenseur de Bundesliga qui était très hype la saison dernière. Et donc, ce petit Ordonez, alors, lui qui me paraît un peu moins complet, peut-être un peu moins, enfin là on parle quand même de le faire passer de la Belgique au PSG. Donc lui, pour le coup, s'il vient, faut garder Marquinhos et faire une transition tranquille avec Marquinhos titulaire et Ordonez qui joue certains matchs parce que on est sur un profil moins complet que Pacho, mais il a les qualités des défauts justement de Pacho, à savoir... Lui, il a une qualité forte. À la relance, il est vraiment très bon, notamment sur le gelon. Et ça, j'adore. Autant, à la relance, j'aime bien les défenseurs qui vont porter le ballon, qui vont aller fixer pour libérer de l'espace. Mais moi, il y a un truc que j'adore, vous le savez, hein, ceux qui me suivent depuis des années, c'est les renversements. Le gelon, la capacité à lancer dans la profondeur comme ça, de manière très directe. Et lui, c'est vraiment son point fort avec ballon. Donc ça me plaît vraiment. Après, au duel, il est moins dominant. Peut-être plus dans l'anticipation. Donc, on aurait un duo avec Pacho qui, voilà, serait un peu différent avec Mosquera parce que ce ne serait pas 2 joueurs qui se ressemblent, mais 2 joueurs peut-être complémentaires parce que l'un fait ce que ne fait pas l'autre. Après, bon, au duel, il y a quand même du travail pour Ordonez, voilà, sur le côté rugueux, bonne lecture du jeu et tout ça, mais parfois pas très dur sur l'homme. Alors, Mosquera, Valence, c'est un contexte que tu peux difficilement transposer au PSG. C'est une équipe espagnole, on a un entraîneur espagnol, donc il y a certains préceptes, bien sûr, du coup qu'il a. Mais bon, c'est une équipe qui a l'habitude voilà, de se faire dominer, machin. Alors que Bruges, en termes de standard, par exemple de possession, c'est au-delà des 55-60%. Donc, et ça joue haut. Donc lui, il a des espaces à défendre. C'est vrai que là-dessus, le contexte est plus facilement transposable dans le PSG de Luis Enrique pour Ordonez. Mais
je suis plus Team Mosquera qui me semble plus apte à faire le bon. Enfin, parce que là, c'est clairement l'étape qu'il lui faut. Là, ça y est, il est à Valence, il a fait le tour. Maintenant, il faut passer à un grand club. Sur Ordonez, il y a la première ligue. Hein, attention, il y a beaucoup de clubs qui s'y intéressent. Arsenal, je crois, Chelsea aussi. Donc attention à la surenchère parce que, enfin, il a 21 ans, il est en Belgique et il est estimé à 27-30 millions hein, sur Transfermarkt. Donc c'est quand même pas rien. Ça peut vite grimper. Et je sais pas si c'est judicieux. Parce que Mosquera, pour le coup, je pense, dans les 20 millions, tu peux torcher le truc. Donc, je suis voilà, team Mosquera sur tous les noms qui ont filtré ces dernières semaines. Et enfin, il faut finir avec celui avec qui on a commencé cette vidéo, Luis Campos, parce que l'été dernier, bah, il pistait Dean Howson, rappelez-vous, hein, quand il était encore à la Roma. Et donc, on s'interrogeait un petit peu. Au final, il va à Bournemouth. Et là, Real Madrid, qui pète la clause libératoire de 58 millions. Donc, pardon Luis Campos, pardon, parce que c'est vrai qu'on s'est tous trompés. Pardon, je suis nul. Enfin, en vrai, on n'était pas non plus opposés. On n'était pas non plus opposés aux joueurs. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, bon, on était un peu plus réservé sur ce genre de dossier qu'aujourd'hui. Parce qu'on n'avait pas eu, évidemment, la jurisprudence Pacho, hein, qui aujourd'hui nous donne beaucoup plus confiance. Bref. Donc, Dean Howson qui finit au Real Madrid. Pardon Luis Campos, tu avais vu la lumière et c'est vrai que ça aurait été un bon joueur, même si du côté de Bournemouth, j'aime beaucoup l'Ukrainien Zabarny. Peut-être même plus que Howson dans le côté un peu rugueux, dur sur l'homme, machin. Mais on sait qu'on l'a pisté cet hiver, qu'avec Safonov, on s'est posé des questions, enfin un Russe et un Ukrainien, et qu'au final, on a préféré garder Safonov, et que surtout Zabarny n'a pas voulu venir en fait, parce qu'en tant qu'Ukrainien, il voulait pas faire de problème dans le vestiaire, et surtout sur le terrain, comme quand tu es défenseur central, tu échanges beaucoup avec ton gardien, parler avec un Russe, bon bref, voilà, c'était ce qui avait filtré dans les médias. C'était Loïc Tandy à ce moment, c'était ce bon vieux Lolo qui nous avait raconté ça. Bref, j'espère que cette vidéo Mercato vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Oh, la mèche, elle ressemble à un effort défensif de Kvaratskhelia jusqu'à sa surface, tellement elle est longue. Bref, on se retrouve du coup demain pour parler des offensifs avec, je pense, vous l'avez compris, certains dossiers très clairs. Pareil là, des jeunes joueurs où il y a beaucoup d'enjeux. Des jeunes joueurs, mais non, des moins jeunes aussi, puisque bien sûr, demain, on parlera de Magnès Akliouche, 23 ans Monaco, qui est la piste la plus chaude, surtout parce que lui veut venir. Et c'est, je pense, une des conséquences de cette saison, où tu vois plein de médias anglais dithyrambiques envers le PSG de Luis Enrique, machin. On s'est fait un nom sur la scène européenne, on est en finale de Ligue des Champions, des joueurs vont vouloir venir chez nous. Je pense que cet été, le mercato va être bizarre, les gars, parce que cet été, c'est dingue, mais on aura peu de priorité. Et je vois un mercato où les agents nous utilisent déjà pour valoriser leurs joueurs. Oui, le PSG, mais pas les valoriser pour obtenir des chèques, comme c'était le cas auparavant. Tu sais, tu disais, il y a le PSG qui est intéressé, ça faisait monter les enchères. Non, le PSG est intéressé, ça veut dire mon joueur est bon, parce que le PSG cible bien, désormais. Tu vois ce que je veux dire? Et puis surtout, voir des joueurs vouloir venir chez nous, plus que nous les recruter. Et c'est le cas avec Magnès Akliouche aujourd'hui. Bref, bonne soirée à tous, ciao les amis. Prenez soin de vous et du coup, on se retrouve demain.